Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel se ferme d'un coup et le Burkina Faso bascule brusquement. Dès 6h12, sur ordre d'Ibrahim Traoré, des techniciens burkinabés, appuyés par l'armée, prennent les stations, coupent des serveurs climatiques et interrompent la chaîne technique héritée de décennies. Pour ceux qui comptent chaque jerrycan, que change ce geste lorsqu'il promet de reprendre une ressource vitale au prix d'une incertitude immédiate? Entre comités de quartier, menaces de sanctions et rues de Ouagadougou où notre eau, notre droit résonne, l'après 10 octobre redessine déjà le rapport de force. Ce récit fait une promesse claire: comprendre ce qui est réellement en jeu lorsque l'eau devient un acte politique et pourquoi cette décision dépasse largement une mesure technique. L'intérêt pour le lecteur est concret. Saisir, en termes simples, comment un choix administratif se transforme en choc économique, social et diplomatique avec des effets mesurables sur la vie quotidienne. Il ne s'agit pas de juger une posture, mais de démêler des mécanismes. D'un côté, la fermeture de la rivière Sahel révèle des fragilités immédiates. Approvisionnement instable, hausse des coûts, incertitude pour les ménages et les entreprises. De l'autre, elle met en lumière une dépendance ancienne, longtemps acceptée parce qu'invisible et aujourd'hui brutalement exposée. Entre ces deux pôles se joue l'enjeu central: la capacité d'un État à reprendre le contrôle d'une ressource vitale sans rompre son tissu social et productif. En suivant les faits pas à pas, l'analyse distinguera les risques à court terme des transformations plus profondes déjà à l'œuvre. Afin de comprendre ce que ce moment révèle du Burkina Faso contemporain. En moins de 24 heures, une décision administrative devient un choc systémique mesurable. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'approvisionnement en eau recule d'environ 30%, un chiffre qui apparaît très vite comme le premier signal tangible d'un basculement plus large. Cette donnée, reprise et commentée, ouvre une question centrale: comment une ressource aussi vitale a-t-elle pu être interrompue aussi brutalement avec si peu de marge de secours immédiate? La mini-révélation tient dans la nature même du système interrompu. Avant le 10 octobre 2025, l'accès à l'eau semblait relativement stable, mais cette stabilité reposait sur des infrastructures conçues, contrôlées et en partie pilotées depuis l'extérieur. Stations de pompage et maintenance technique, données climatiques. Chaque maillon dépendait de chaînes peu visibles pour le grand public et difficiles à maîtriser pour l'État burkinabé. Lorsque Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel, il ne touche donc pas seulement un flux hydraulique, mais l'architecture d'un modèle hérité de plusieurs décennies. Après la coupure, cette dépendance structurelle apparaît au grand jour. Les stations locales peuvent être prises physiquement, mais la maîtrise des systèmes numériques, des prévisions et des ajustements automatisés fait défaut. Ce décalage explique pourquoi la baisse de l'eau est rapide et inégale selon les territoires. Il explique aussi pourquoi la réaction ne peut pas être instantanément centralisée. L'État agit sur le levier politique, mais la capacité opérationnelle reste fragmentée. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré est immédiatement lue à plusieurs niveaux. À l'intérieur du pays, elle est perçue comme une reprise de contrôle attendue par une partie de la population, lasse d'une souveraineté perçue comme incomplète. À l'extérieur, elle est interprétée comme un signal de risque, susceptible de perturber des équilibres économiques et régionaux déjà fragiles. Les mêmes faits produisent donc des lectures opposées sans que les chiffres de départ soient contestés. Ce contraste éclaire le cadre général. La fermeture de la rivière Sahel ne crée pas ex nihilo une crise. Elle révèle un déséquilibre préexistant. Le système fonctionnait, mais au prix d'une dépendance normalisée. La rupture
rend visible ce qui était resté en arrière-plan et pose les bases d'un débat qui dépasse la seule question de l'eau, celui de la capacité réelle d'un État à gouverner ses ressources stratégiques. Pour mesurer l'impact réel de la fermeture, il faut quitter les déclarations officielles et suivre les effets concrets sur le terrain. À Ouagadougou, dès les premiers jours, la décision modifie les gestes les plus simples. L'eau n'arrive plus de façon régulière. Les quartiers s'organisent par créneaux, improvisent des circuits de distribution et négocient l'usage de chaque réserve disponible, dans un climat où la tension reste contenue mais perceptible. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré cesse d'être une figure abstraite du pouvoir. Son choix devient un point de référence quotidien, discuté dans les files d'attente, sur les marchés et dans les cours familiales. Des comités de quartier apparaissent presque spontanément. Leur objectif n'est pas politique mais pratique: répartir l'eau restante, prévenir les conflits et maintenir un minimum de cohésion. Cette organisation locale révèle une capacité d'adaptation souvent ignorée tant que le système central fonctionne. Plus au nord, près de Kongoussi, l'impact prend une autre forme. L'agriculture dépend directement de l'irrigation et la baisse de l'approvisionnement met en péril des cultures déjà fragiles. Des agriculteurs réhabilitent alors d'anciens canaux abandonnés depuis des décennies. Avec l'appui d'ingénieurs locaux, ils contournent partiellement les ruptures, maintenant une production minimale. Ces microcas montrent que la décision agit comme un révélateur. Elle expose les manques, mais aussi des compétences longtemps restées invisibles. L'effet immédiat est clair. La fragilité augmente, mais une réappropriation des responsabilités commence. Le 10 octobre 2025 n'est pas une date isolée, mais le point d'activation d'un enchaînement rapide. Lorsque Ibrahim Traoré ordonne la fermeture de la rivière Sahel, l'acte est pensé comme un geste de souveraineté immédiat. Techniquement, il s'agit d'interrompre des systèmes automatisés et des flux pilotés depuis l'extérieur. Politiquement, le signal est sans ambiguïté. L'État burkinabé reprend la main sur une ressource vitale sans phase de négociation préalable. Cette première impulsion crée un effet de surprise totale, tant à l'intérieur du pays qu'auprès des partenaires internationaux. La phase d'activation est brève et brutale. À l'aube, des équipes locales, appuyées par les forces de sécurité, prennent le contrôle des installations. Les serveurs liés à la gestion hydraulique sont coupés, les flux sont interrompus et la chaîne de dépendance, jusque-là invisible, se rompt en quelques heures. Les administrations nationales improvisent des réponses, les opérateurs privés cherchent des informations fiables et les acteurs étrangers comprennent que la décision ne sera pas annulée à court terme. Le choc initial est moins visible dans les discours que dans la désorganisation immédiate des routines techniques. Vient ensuite le temps du pic de tension. À mesure que les conséquences se matérialisent, la fermeture cesse d'être un symbole pour devenir une crise tangible. L'approvisionnement en eau baisse sensiblement dans plusieurs zones, l'agriculture ralentit et les coûts logistiques augmentent. Le carburant, déjà sous pression, devient plus cher, entraînant une hausse en chaîne des prix. Les marchés réagissent avec nervosité. Certaines entreprises étrangères annoncent rapidement des pertes, tandis que des institutions financières évoquent des mesures de rétorsion ou des suspensions de financement. À l'extérieur, le geste d'Ibrahim Traoré est désormais interprété comme un facteur d'instabilité régionale. Cette phase marque le point de tension maximal. Le Burkina Faso se retrouve pris entre deux lectures opposées. Pour une partie des observateurs internationaux, la fermeture apparaît comme une prise de risque excessive dans un contexte déjà fragile. Pour une partie de la population et des analystes locaux, elle est au contraire défendue comme une rupture nécessaire avec un système hérité du passé.
Cette divergence alimente un climat d'incertitude, où chaque annonce internationale est scrutée, commentée et parfois amplifiée. Puis viennent les premières répliques, plus diffuses mais déterminantes. Dans les jours qui suivent, la société commence à s'adapter. Des réseaux informels se structurent, des solutions temporaires émergent et les acteurs locaux gagnent en visibilité. L'État ajuste son discours, insistant davantage sur la dimension stratégique du choix initial et sur la nécessité de tenir dans la durée. Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme l'auteur d'un choc, mais comme le centre d'un processus en cours dont l'issue reste incertaine. Cette séquence révèle un point clé. La fermeture de la rivière Sahel n'est ni un événement ponctuel, ni une crise figée. Elle agit comme une onde longue dont les effets se propagent dans le temps. Chaque réaction économique, sociale ou diplomatique devient une pièce supplémentaire d'un mécanisme plus vaste. Le pays entre ainsi dans une phase où chaque décision future sera évaluée à l'aune de ce moment initial et où le coût immédiat est constamment mis en balance avec la promesse d'une autonomie durable. Avant le 10 octobre 2025, l'approvisionnement en eau du Burkina Faso reposait sur un système perçu comme relativement stable. Les coupures existaient, mais elles étaient ponctuelles et généralement anticipées. Cette stabilité apparente masquait toutefois une forte dépendance à des infrastructures et à des outils de pilotage contrôlés depuis l'extérieur. Après la fermeture de la rivière Sahel, décidée par Ibrahim Traoré, cette architecture invisible se traduit rapidement en indicateurs chiffrés qui donnent la mesure du choc. Le premier indicateur est le plus direct. Dans plusieurs zones urbaines et rurales, l'accès à l'eau diminue d'environ 30%. Ce pourcentage n'est pas uniforme, mais il suffit à désorganiser des équilibres fragiles. Pour les ménages, cela signifie des coupures plus fréquentes et une pression accrue sur les points d'approvisionnement alternatifs. Pour l'agriculture, ce recul réduit les cycles d'irrigation et fragilise des cultures déjà exposées aux aléas climatiques. Ce chiffre ne dit pas tout, mais il révèle une absence de solution de remplacement immédiate à l'échelle nationale. Le deuxième indicateur concerne l'énergie. Dans les 2 semaines suivant la fermeture, le prix du carburant augmente d'environ 20%. Cette hausse n'est pas mécaniquement liée à l'eau, mais elle en est une conséquence indirecte. La rupture des chaînes logistiques combinée à l'incertitude politique renchérit les coûts de transport et d'importation. Pour les ménages, cela se traduit par une augmentation des prix des biens essentiels. Pour les entreprises, par une contraction des marges et des reports d'investissement. L'effet est progressif mais constant et il alimente un sentiment d'insécurité économique. Un troisième chiffre éclaire la dimension internationale. Plusieurs entreprises opérant autour de la rivière Sahel enregistrent, dans les semaines suivant la décision, des pertes estimées entre 25% et 40% de leurs bénéfices. Cette chute rapide montre à quel point leur modèle reposait sur un accès garanti et peu contesté à la ressource. Elle indique aussi que la fermeture redistribue brutalement les coûts entre acteurs locaux et internationaux, sans phase de transition. Pris ensemble, ces indicateurs dessinent un avant et un après très net. Avant, la performance du système donnait l'illusion d'une efficacité durable. Après, la crise rend visible des failles longtemps normalisées. Les chiffres ne servent pas seulement à mesurer un choc, ils deviennent un outil de débat politique. Pour les critiques, ils prouvent l'ampleur des risques immédiats. Pour les défenseurs de la décision d'Ibrahim Traoré, ils représentent le prix mesurable d'une transition vers une gestion plus autonome encore inachevée. À ce stade, les données n'apportent pas de verdict définitif.
elle fixe un cadre. Elle montre que le coût est réel, mais aussi que l'équilibre antérieur reposait sur des bases fragiles. La question reste ouverte, ces chiffres annoncent-ils un échec durable ou le passage obligé d'une réorganisation plus profonde? La fermeture de la rivière Sahel cristallise rapidement une première lecture, largement relayée par des économistes internationaux et des institutions financières. Selon cette thèse, l'acte crée un risque systémique difficilement maîtrisable. L'argument est structuré et cohérent. Une ressource vitale interrompue désorganise l'économie réelle. L'agriculture ralentit, les services urbains se fragilisent et l'inflation s'installe. La baisse de l'approvisionnement en eau combinée à la hausse des prix du carburant agit comme un multiplicateur de tensions. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré est jugée trop brutale pour un pays déjà sous pression sécuritaire et budgétaire. Le raisonnement est séclinéaire. Plus l'incertitude dure, plus l'investissement recule et plus la vulnérabilité sociale s'accroît. Pour ces analystes, le choc initial risque de produire des effets irréversibles avant même qu'une alternative crédible ne soit opérationnelle. Face à cette lecture, une seconde thèse défendue par de nombreux analystes africains et des acteurs locaux renverse la perspective. Elle part d'un constat différent. La stabilité d'avant était trompeuse. L'accès régulier à l'eau reposait sur des infrastructures obsolètes contrôlées par des intérêts extérieurs et peu adaptées aux besoins nationaux. Dans cette optique, la fermeture n'est pas une rupture irrationnelle, mais une mise à nu volontaire d'une dépendance structurelle longtemps acceptée. Le choc est assumé comme un passage obligé. Les pertes économiques à court terme sont perçues comme le coût d'entrée d'une reprise de contrôle destinée à renforcer la résilience à long terme. Selon cette lecture, Ibrahim Traoré n'aggrave pas une crise, il accélère une confrontation déjà inévitable. Ces deux positions s'accordent pourtant sur les faits. Les chiffres sont partagés. Baisse de l'eau, inflation, perte pour les entreprises. Ce qui diverge, c'est leur interprétation et surtout leur horizon temporel. Les critiques raisonnent en priorité sur le court terme et la gestion du risque immédiat. Les défenseurs projettent la décision dans une trajectoire plus longue où la dépendance antérieure est jugée plus dangereuse que le choc présent. La réponse se situe probablement dans un entre-deux inconfortable. La fermeture crée des vulnérabilités réelles, mais elle révèle aussi des marges de manœuvre restées invisibles tant que le système fonctionnait. L'enjeu n'est donc pas de trancher entre audace et imprudence, mais d'évaluer si l'État est capable de transformer un choc subi en trajectoire maîtrisée avant que les coûts sociaux ne deviennent irréversibles. Au fil des semaines, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être perçue uniquement comme un acte imposé par le sommet de l'État. Elle devient un point d'articulation autour duquel de nouveaux acteurs gagnent en importance. Là où les structures centralisées montrent leurs limites, des réseaux locaux prennent l'initiative non par idéologie, mais par nécessité. Comités de quartier, coopératives agricoles et techniciens indépendants comblent des vides opérationnels que l'administration ne peut remplir assez vite. Ce déplacement n'efface pas le rôle d'Ibrahim Traoré, mais il en modifie la lecture. La décision initiale reste centrale. Pourtant, l'efficacité concrète dépend désormais d'une multitude d'interventions décentralisées. La gestion de l'eau s'adapte par fragments, territoire par territoire, selon des contraintes locales très différentes. Cette dynamique crée un équilibre fragile. Elle réduit certaines tensions immédiates tout en rendant la coordination plus complexe. Le changement le plus discret est aussi le plus structurant. La crise redistribue l'initiative et la légitimité. Ceux qui agissent sur le terrain
acquièrent un poids nouveau dans la résolution des problèmes quotidiens. L'État n'est plus le seul point de référence opérationnel, mais l'un des acteurs d'un système recomposé. À ce stade, la question n'est plus seulement celle du bien fondé de la fermeture, mais de la capacité à gouverner cet équilibre mouvant sans le rompre. Pour l'État burkinabé, la fermeture de la rivière Sahel constitue d'abord un test de crédibilité. La décision affirme une reprise de contrôle symbolique, mais elle impose une gestion quotidienne sous forte contrainte. Les administrations doivent assurer un minimum d'approvisionnement, prévenir les tensions locales et répondre aux pressions diplomatiques extérieures. Chaque dysfonctionnement est immédiatement interprété comme un signe de faiblesse. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré engage l'appareil étatique dans un exercice d'équilibre permanent entre affirmation politique et pragmatisme opérationnel, où la moindre erreur de coordination peut avoir un coût politique élevé. Pour les entreprises, les effets sont rapides et différenciés. Les sociétés directement dépendantes de l'eau voient donc leurs coûts augmenter et leurs marges se réduire. Certaines entreprises étrangères enregistrent des pertes importantes et réévaluent leur présence ou leurs investissements. À l'inverse, des acteurs locaux, parfois informels, commencent à occuper les espaces laissés vacants. Cette recomposition crée une incertitude forte, mais elle ouvre aussi des opportunités pour ceux capables de s'adapter à un environnement moins prévisible et moins dépendant de flux externes stables. Les ménages ressentent la crise de manière plus immédiate encore. La baisse de l'approvisionnement en eau combinée à la hausse du prix du carburant affecte directement le budget et l'organisation du quotidien, surtout dans les zones urbaines. Les dépenses contraintes augmentent, les files d'attente s'allongent et les stratégies d'adaptation se multiplient. La solidarité devient un mécanisme central, mais elle a ses limites si la situation devait se prolonger. Pour beaucoup, la décision politique se traduit en arbitrage quotidien difficile. À l'échelle régionale, enfin, le geste du Burkina Faso agit comme un signal. Les pays voisins observent attentivement les conséquences de cette décision souveraine. Certains y voient un précédent risqué, susceptible de déstabiliser des équilibres déjà fragiles. D'autres y lisent une tentative audacieuse de reprise de contrôle sur des ressources stratégiques. La décision portée par Ibrahim Traoré alimente ainsi un débat plus large sur la gestion des ressources en Afrique de l'Ouest, où la frontière entre coopération et confrontation reste mouvante. Ces quatre niveaux d'impact montrent que la fermeture de la rivière Sahel ne produit pas un effet unique. Elle redistribue les coûts, les responsabilités et les attentes. L'enjeu n'est plus seulement de mesurer le choc, mais de comprendre comment ces conséquences s'imbriquent et redéfinissent durablement les rapports de force. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans qu'aucune ne puisse être considérée comme acquise. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive mais fragile. Dans cette configuration, l'État parvient à limiter les ruptures les plus graves grâce à des ajustements techniques ciblés et à une coordination minimale avec les acteurs locaux. L'approvisionnement en eau demeure contraint, mais devient plus prévisible. L'inflation ralentit sans disparaître, tandis que les tensions diplomatiques persistent sans se transformer en isolement total. Ce scénario exige une gestion constante de l'urgence et une discipline politique élevée pour éviter l'épuisement social. Le scénario optimiste suppose un basculement plus profond. La crise agit alors comme un accélérateur de réformes. Les initiatives locales se structurent, les compétences techniques nationales montent en puissance et de nouveaux partenariats régionaux émergent. La gestion de l'eau devient plus décentralisée et mieux adaptée aux réalités territoriales.
Les coûts initiaux restent élevés, mais ils sont progressivement compensés par une amélioration de l'efficacité et par une crédibilité accrue auprès des partenaires régionaux. Dans ce cadre, la décision initiale est réinterprétée comme un point de départ plutôt que comme une rupture isolée. Le scénario pessimiste repose, à l'inverse, sur une accumulation de blocages. Les infrastructures peinent à être réhabilitées. Les pressions extérieures se durcissent et la capacité de l'État à amortir les chocs sociaux s'érode. L'augmentation durable des prix, combinée à des pénuries prolongées, alimente des tensions internes difficiles à contenir. La fermeture cesse alors d'être perçue comme un acte stratégique pour devenir un facteur d'instabilité chronique, avec un risque de perte de contrôle politique. Face à ces trajectoires, une recommandation de fond s'impose. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Si l'autonomie est l'objectif, elle nécessite des séquences claires, mesurées et réversibles. La question n'est pas de savoir quel scénario se réalisera, mais quelles décisions prises aujourd'hui orienteront le pays vers l'un ou l'autre, dans un contexte où chaque mois compte. Pour les jeunes urbains, la fermeture de la rivière Sahel se traduit par une rupture immédiate du quotidien. Les coupures d'eau, la hausse des prix et des transports plus coûteux imposent une adaptation rapide. Beaucoup vivent en cette période comme une contrainte brutale, mais aussi comme un moment d'apprentissage collectif. Des initiatives de solidarité apparaissent, portées par des réseaux informels, pour organiser l'accès à l'eau et amortir les effets les plus visibles de la crise. L'incertitude nourrit à la fois l'inquiétude et une forme d'engagement civique nouveau. Dans les zones rurales, l'impact est plus directement lié à la survie économique. L'eau conditionne les récoltes et chaque perturbation affecte immédiatement les revenus. Les familles agricoles, réactives avec des savoir-faire anciens, ajustent les calendriers et partagent des ressources limitées. Cette adaptation se fait sans discours politique, par nécessité. Elle révèle une résilience discrète, rarement prise en compte dans les analyses macroéconomiques, mais essentielle pour maintenir un minimum de stabilité sociale. Un troisième groupe prend une importance croissante: les techniciens et ingénieurs locaux. Longtemps cantonnés à l'exécution de systèmes conçus ailleurs, ils deviennent des acteurs centraux de la transition. Leur expertise est sollicitée pour maintenir les infrastructures, contourner les pannes et proposer des solutions adaptées aux contraintes locales. Leur montée en responsabilité modifie la hiérarchie des compétences et redonne une valeur stratégique au savoir technique national. Ces expériences ne se confondent pas, mais elles convergent sur un point: la souveraineté n'est plus une notion abstraite. Elle se vit dans les gestes quotidiens, les choix collectifs et la capacité à tenir face à l'incertitude. La crise agit ainsi comme un miroir, révélant ce que chacun est prêt à faire pour préserver un équilibre déjà fragile. À ce stade, la sortie de crise ne dépend plus d'un diagnostic supplémentaire, mais d'une séquence d'actions praticables. La première étape consiste en un audit opérationnel des infrastructures hydrauliques existantes, mené par des équipes nationales. Avec un appui technique ciblé, il doit identifier ce qui fonctionne encore, ce qui est obsolète et ce qui peut être réparé rapidement. L'objectif n'était pas l'exhaustivité, mais une visibilité suffisante pour décider sans improviser. La deuxième étape porte sur le renforcement des capacités locales. Former et retenir des techniciens, des ingénieurs et des gestionnaires devient une priorité immédiate. Des programmes courts, orientés vers la maintenance et l'adaptation, permettent de réduire la dépendance aux solutions importées. Cette montée en compétences crée une chaîne de décision plus réactive et limite les blocages lors des incidents. Troisièmement, la coordination avec les acteurs communautaires
doit être formalisé. Les comités de quartier et les coopératives rurales, déjà actifs, peuvent devenir des relais reconnus si des règles simples sont établies. Leur rôle consiste à organiser la distribution, signaler les ruptures et prévenir les tensions locales, avec des moyens limités mais stables. Quatrième étape, la coopération régionale ciblée. Sans céder le contrôle, le Burkina Faso peut partager des données techniques et des alertes avec ses voisins afin de réduire les frictions inutiles. Cette approche renforce la crédibilité du pays et limite l'isolement diplomatique. Enfin, un dispositif de suivi mesurable doit être mis en place. Accès à l'eau, délai de réparation, stabilité des prix, quelques indicateurs suffisent pour ajuster la trajectoire. Dans cette logique, Ibrahim Traoré n'est plus seulement associé à la rupture initiale, mais à la capacité de transformer un choix risqué en processus gouvernable. En revenant au point de départ, une image s'impose naturellement, celle des canaux d'irrigation réhabilités à la hâte, évoqués plus tôt, où des gestes simples ont permis de maintenir l'eau en circulation malgré la rupture du système central. Cette scène résume mieux que tout discours la portée du 10 octobre 2025. La décision d'Ibrahim Traoré a ouvert une faille nette, mais c'est dans cet espace d'incertitude que des capacités longtemps sous-estimées ont émergé et pris forme. Ce moment ne se réduit plus à un acte d'autorité venu d'en haut, il devient un révélateur. Il montre comment une société réagit lorsque les certitudes disparaissent et que la dépendance, jusque-là invisible, devient tangible. Les ingénieurs locaux, les agriculteurs et les habitants des quartiers urbains transforment une contrainte immédiate en action concrète sans attendre une solution idéale ni un plan parfaitement coordonné. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré apparaît moins comme le maître d'œuvre d'un projet achevé que comme le déclencheur d'un mouvement plus large dont il ne contrôle pas tous les effets. La souveraineté cesse alors d'être un mot d'ordre abstrait. Elle devient une pratique quotidienne, imparfaite, parfois désordonnée, mais réelle. La bascule la plus profonde n'est peut-être pas politique ou technique, elle est mentale. La souveraineté commence quand l'attente s'arrête. Au terme de cette séquence, une chose apparaît clairement. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse largement la fermeture d'une rivière. Le geste initial a ouvert un débat durable sur la manière dont un État reprend prise sur ses ressources, sur ses choix et sur son avenir collectif sans garantie de succès immédiat. Entre coûts visibles et recomposition plus discrète, la trajectoire reste en construction, exposée aux tensions comme aux ajustements progressifs. La décision portée par Ibrahim Traoré oblige à sortir des lectures simplistes. Ni héroïsation automatique, ni condamnation réflexe ne suffisent à rendre compte d'une réalité faite de compromis, de risques assumés et d'apprentissage forcé. Observer ce processus, c'est accepter l'idée qu'une souveraineté réelle se construit rarement sans heurts, et qu'elle se mesure autant dans la durée que dans l'instant. Cette situation invite à une réflexion plus large, bien au-delà du seul cas burkinabé. Comment juger une décision souveraine lorsque ses effets sont à la fois déstabilisants et porteurs de recomposition? Où placer le curseur entre sécurité à court terme et autonomie à long terme? La discussion reste ouverte. Elle mérite d'être menée avec nuance, attention aux faits et regard critique, car les réponses qui émergeront ici pourraient éclairer d'autres trajectoires ailleurs.